Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette première grande cérémonie des trophées des balayeurs. Cher Mathéo Blais, je suis ravi de les présenter avec vous. Il manquait cette cérémonie au paysage du hockey français. Je le pense sincèrement, la Magnus a été honorée, la D1 méritait de l'être et les balayeurs sont au rendez-vous. On est bien d'accord, on en parle depuis le début de saison. C'est fait, c'est maintenant et on va vous présenter les catégories. Exactement, puisque plusieurs catégories seront à l'honneur ce soir dans cette grande cérémonie au Palais des Congrès de mon appartement de Tours. C'est pas n'importe quel endroit. Grande salle de spectacle. C'est pas n'importe quel endroit. Qui nous a coûté une petite fortune à louer. Et ce n'est pas du tout un placard à balai dans lequel on a installé notre décor, pas du tout. Détrompez-vous, on est dans un immense décor pour ces grands trophées. Et les catégories, on va en faire une sur deux si ça te va. On va ce soir vous décerner, enfin en tout cas on va décerner et vous allez découvrir le trophée du meilleur espoir de D1. Ouais, totalement. Ensuite, évidemment, le trophée du meilleur défenseur, Sylvain. Puis le trophée du meilleur attaquant. Dans la même logique, le trophée du meilleur gardien. Le trophée du meilleur joueur français de cette division 1. Si on annonce le meilleur joueur français, on est obligé d'annoncer le meilleur joueur de D1. Tout court. De D1, tout à fait. Ensuite, il y aura le trophée du meilleur coach. Et puis, pour terminer, le trophée de la meilleure innovation en D1. Absolument. Pour chacune de ces catégories, il y aura 4 nominés. Et puis ensuite, on donnera le grand vainqueur avec des animations dignes du grand spectacle hollywoodien. Voilà, c'est un peu les Oscars. Une cérémonie. Voilà. C'est ce que tout le monde attend. Tout à fait, on a mis nos plus beaux costumes exprès pour ce soir, qui nous fait ressembler un petit peu à un couple de commentateurs de la Coupe du Monde de foot ou de rugby. Légèrement. Mais c'est pas grave, on assume. On commente la cérémonie. Oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait. On commente cette cérémonie. Et Mathéo, il y a des trophées qu'on ne remettra pas ce soir, même si on aurait pu en avoir envie, vraiment. Et tu vas nous les donner tout de suite. Évidemment, on pense à toutes ces personnes de l'ombre, ces zéros. Certains ont même contribué à des buts. Les meilleurs ouvreurs de porte sur les bancs de D1. Tout à fait. On sait qu'il y a des grands spécialistes. Il y a des grands spécialistes. C'est un vrai art d'ouvrir la porte. Le sens du timing, la communication. On aurait pu... La petite tape sur le joueur qui vient de vivre, de prendre éventuellement un but. Oui. D'être sur la glace. On sait c'est très important, mais voilà, on n'avait pas la place pour tout faire. On ne décernera pas non plus le trophée du match le plus court de la saison, même s'il y avait un grand favori dans cette année de D1, puisqu'on le rappelle, il y a eu une rencontre qui s'est déroulée sur un temps extrêmement court, on va le dire, de temps de jeu effectif, puisqu'il restait 5 minutes. Oui, même pas de temps régulier. Une seconde de temps régulier, et puis une prolongation. Donc voilà, et puis un dernier trophée qu'on ne remettra pas, Mathéo. Oui, on aurait pu également décerner ce trophée du maillot le plus claqué au sol de D1. Mais malheureusement, on ne le fera pas. Non, ce sera à chacun d'entre vous de vous prononcer peut-être. Mais ce sont des trophées ouverts au public. Ceci ne nous regarde pas. Mathéo, ou ça peut nous regarder un peu, mais en tout cas là on le fera pas ce soir et il est grand temps de commencer avec la première catégorie, roulement de tambour. Le trophée du meilleur espoir. Mathéo, on a 4 jeunes joueurs et ça n'a pas été simple d'en sélectionner 4 car on avait quand même au moins 7-8 candidats potentiels faciles pour cette catégorie, mais on va en donner un chacun à tour de rôle. À toi l'honneur de dévoiler le premier nom de cette liste. Oui, évidemment, il y avait beaucoup de choix possibles. Tout à fait, beaucoup de jeunes joueurs de talent. C'est bon de le savoir, c'est qu'on fait jouer les jeunes. Et le premier choix, la première nomination, elle a été donnée à Théo Besnier. Ouais. Le jeune joueur qui joue avec exactement, quand les éléphants de Chambéry. Excellent jeune défenseur, effectivement. On a aussi pensé évidemment à l'attaquant de Dunkerque, Joseph Broutin, excellent joueur qui est allé jusqu'en finale de la Coupe de France avec Dunkerque. Donc voilà un nominé qui s'imposait un peu dans cette catégorie. Il fait partie des tout meilleurs pointeurs de cette année en D1, une vraie révélation. Puis un Dunkerquois. Ouais. Un Dunkerquois pur, c'est ça. C'est beau. Et pour continuer, on a également nommé un gardien, Monsieur Sylvain.
Oui, tout à Un fait. gardien qui est venu porter main forte au Diable Rouge de Valenciennes dans cette course au maintien. Oui, pas tant de matchs de jouer, mais on trouvait ça très intéressant d'en parler parce que finalement, c'est Il est jeune. l'occasion de ça, tout à fait. Il est jeune, puis il a quand même joué suffisamment de matchs pour qu'on puisse le juger. C'est logiquement Raphaël Châteauvieux, hein, le jeune qui joue avec les U20 d'Amiens. Et c'est un choix logique. En anglais, Raphaël Oldcastle, qui donc du coup a été très intéressant avec Valenciennes. Et on va terminer avec un jeune attaquant de Caen qui nous a quand même impressionné. Vraie montée en puissance pour lui, il s'agit de Matteo Bussa. Avec un prénom comme ça, on ne peut qu'être une star. Oui, je pense également tout à fait à ça. Ou un tueur en série. Un des deux, donc voilà, à voir. Je pense que l'un de vous deux deviendra un bon joueur de hockey et l'autre un serial killer, mais je ne dis pas qui. Je suis chauffé. Alors, il est grand temps de vous annoncer le vainqueur de cette catégorie. Il s'agit de Joseph Broutin, l'attaquant de Dunkerque, voilà, qui a éclaboussé de son talent cette saison de D1. Voilà, un vraiment jeune joueur, hyper intéressant, qui gagne ce premier trophée des balayeurs de D1. Félicitations à Joseph Broutin, qui nous suit d'ailleurs. On a eu la chance de voir à la finale de la coupe. Voilà, un garçon absolument charmant, en plus d'être un joueur dominant sur la glace. Et bah voilà, c'est la sensation de cette saison, hein. En D1, parmi les jeunes attaquants, il s'est glissé au milieu de tous les gros canons étrangers des équipes. C'est un joueur qui triche pas. Non. C'est un joueur qui triche pas, un gros travailleur, un gars qui est bourré de talent, gros scoreur. Hein. Des appuis très rapides. Il a marqué des buts très importants cette saison et c'est logique. Hein. C'est logique. Il y a des clubs de Magnus qui sont déjà en train de sûrement de l'appeler au téléphone. Mais alors on parle, Dunkerque peut encore remporter aussi le championnat de D1 et monter en Magnus. Bonjour à tous, c'est Joseph. Voilà, je fais cette vidéo pour remercier les balayeurs pour leur nomination. C'est toujours encourageant de recevoir ce genre de désignation. Après, on n'oublie pas qu'on reste concentré pour les playoffs et pour ce trophée qui compte vraiment, celui qui est en fin de saison. Félicitations aussi aux autres candidats et à d'autres joueurs. On avait notamment discuté de Fertin de Chambéry, mais on avait déjà Antoine Fertin, Enzo Laba de Strasbourg, tout à fait. Maxime Toukmachev, beaucoup de jeunes joueurs, très bons jeunes. Et félicitations à tous ces clubs également qui font jouer leurs jeunes et qui leur font confiance. On en est très contents. Absolument. Il est grand temps de passer à la deuxième catégorie, Mathéo, qui concerne les meilleurs défenseurs. Le premier nominé est logiquement Cam Marks, le joueur des Corsaires de Nantes, qui forme une excellente paire avec Rourke Russell. Ouais, les deux auraient pu être nominés. Il fallait en choisir un pour pas non plus avoir tout l'effectif de Nantes dans cette catégorie. Une défense de Nantes très solide. On pourrait aussi citer un autre des défenseurs nantais que tu aimes beaucoup, je crois, français. Théo Lanvert. Ouais, Théo Lanvert et Jules Lefebvre. Et Jules Lefebvre également. Excellent, évidemment. Voilà, donc très solide défensif du côté de Nantes et Cam Marks logiquement nominé, ainsi que le joueur de Strasbourg, Brandon Egli, qui nous a fait aussi forte impression sur toute la saison. On s'est recruté des très bons défenseurs à Strasbourg. On se rappelle notamment d'une paire de défenseurs qui est allée directement en Magnus à peine une année Kevin après. Massy et Colton Waltz. Exactement. Moi j'avais trouvé notamment Kevin Massy extraordinaire sur sa saison avec Strasbourg. Matt Sozanski aussi la saison dernière qui était sûrement l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Là, Brandon Egli qui jouait en D2 l'année dernière. Hein. C'est quand même un choix particulier d'aller recruter là-bas. Et puis c'est un choix payant. Hein. Il a fait une grosse saison avec Strasbourg. Et il est nominé. Tonton Daniel Bourdage a beaucoup de flair pour le recrutement, on peut le dire. Donc Brandon Egli, logiquement, pour aussi récompenser la très belle saison de Strasbourg, qui fait, ma foi, une très belle saison, et qui continue de bien exploiter le potentiel de son effectif. Quel est le 3e nominé de cette liste des défenseurs, Mathéo ? Eh bien, c'est encore un joueur dunkerquois. Il y en a eu un chez les meilleurs espoirs. Il y en aura un chez les meilleurs défenseurs. C'est Lubomir Dinda. Celui qui a joué à Lyon en Ligue Magnus, celui qui a joué à Briançon en Ligue Magnus, qui est arrivé il y a 3 ans à Dunkerque
ça fait 3 ans qu'il fait partie des meilleurs défenseurs. Tout à fait. Voilà, un joueur très agréable à avoir joué, à avoir évolué sur la glace, qui est parfaitement à son nez sur la grande glace dunkerquoise. Il y a de la technique, il y a de la vision, il y a du talent. C'est un des tout meilleurs défenseurs. Un défenseur qui sait être buteur. Hein. Oui. On le rappelle qu'il a marqué en finale face aux Brûleurs de Loup. Dans les matchs importants, il est là. Et c'est Ouais. logique qu'on le nomme par son expérience et par son talent. Tout à fait, et le 4e nommé de cette catégorie est un joueur spinalien, et pas n'importe lequel, il s'agit de Tomas Ruzina. Tout simplement, slovaque. à Épinal, beaucoup de joueurs slovaques. On a vraiment cette filière à cœur. Et en faisant venir Ruzina, on a tout simplement fait venir un joueur de niveau Magnus. Il n'y a Oui. pas à photo sur le talent de ce joueur. Faut rappeler qu'il jouait en élite slovaque, c'est également un international slovaque junior, il a joué des championnats U18, U20 élite. C'est quand même quelqu'un qui a quand même un beau bagage d'expérience. Il fait partie des meilleurs défenseurs de D1 déjà depuis 1 an, et c'est logique qu'on le nomme et qu'on l'appelle. Voilà, tout à fait. Vraiment 4 très bons défenseurs, pas facile de trancher. Ouais, il est compliqué Sur parce cette qu'il y en avait catégorie. d'autres aussi qui avaient fait une très belle Ouais. saison. Plusieurs. D'ailleurs, même dans des clubs un peu moins huppés. Ouais, complètement. Mais voilà, qui ont été très forts. Bon, il y a, on l'avait dit, Rourke Russell aurait pu Ouais, largement, à Nantes, Caen, il y a vraiment Ouais. des bons joueurs de ce côté-là. tout à fait. C'est Alexandre Pascal, je crois, qui est arrivé cette Alexandre année Pascal, du il y côté de Caen, a qui a fait Thomas une très belle saison. Carminati, Jules, du coup il y a le top 4 de Nantes, après Ouais. il y a d'autres clubs, Kevin ouais. Lorcher qui a fait une très grosse saison Ouais. en tant que défenseur offensif, il y en a un peu partout, Chambéry aussi, on a dit Antoine Fertin, on aurait pu également le nommer dans cette catégorie-là. C'est vrai, tout à fait. Il y a du beau monde. Ouais. Ouais, sûrement vous aurez vos favoris également chez vous. Vous êtes des millions à nous regarder sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous partager en tout cas vos avis sur la question. Il est grand temps de remettre le trophée du meilleur défenseur. Mathéo, quel est le vainqueur de cette catégorie? Roulement de tambour. Et c'est évidemment Cam Marks, c'est le joueur qui a le plus gros plus-minus du championnat. Il a su être décisif dans tous les moments où il le fallait. Oui, Cameron Marks très fort. Une vraie valeur sûre du championnat. Et c'est un excellent choix. Je dirais côté même nantais. une Marks repère pour l'équipe de Nantes. Voilà vraiment Oui, un joueur sur lequel on peut se fier. Je ne peux que valider ce jeu de mots, Monsieur Taillandier, parce que c'était excellent, tout comme son niveau. Bonsoir à tous et merci aux balayeurs pour ce trophée et l'honneur d'être nommé meilleur défenseur. Ce fut une très bonne saison pour l'équipe ici à Nantes et jouer aux côtés d'autres grands joueurs m'a aidé à faire passer mon jeu à un niveau supérieur. Merci à tous, ceux qui m'ont aidé tout au long de la saison, y compris mes coéquipiers, le personnel de l'équipe et bien sûr les supporters nantais qui font de chaque match un moment amusant à jouer. Merci. Cam Marks vainqueur, bravo à lui et bravo aux autres compétiteurs et à tous les très bons défenseurs qu'on a vus cette année régulièrement. On voit des défenseurs de très haut niveau en D1, donc c'est un vrai régal. On passe maintenant au trophée du meilleur attaquant de D1. Là, on sait que vous l'attendiez celui-là avec grande impatience. Beaucoup de joueurs ont marqué la saison de D1, une saison offensive avec des gros stats pour beaucoup de joueurs. Très intéressant de décortiquer tout ça. Certains ont vraiment été ultra dominants cette saison. Au niveau des points, certains ont été plus buteurs, d'autres plus passeurs. On a quand même réussi à trouver 4 joueurs qui sortaient un peu du lot, mais ô combien difficile ça a été une saison très dénicher riche les joueurs, en ouais. termes de buts, beaucoup de joueurs techniques, beaucoup de joueurs créatifs. Le premier nominé qui est Jeremiah Loutke, le joueur de Nantes, qui finit meilleur pointeur, hein, c'est ça de la 47 saison, points, si je me trompe pas, avec quand même un certain nombre d'assists, mais bon, il est ultra dominant dans le jeu. À chaque match, on le voit, il a un nombre d'occasions quand même, il pèse énormément. Et voilà, c'est un transfuge de Cholet qui a tout à fait trouvé ses marques rapidement. Il a pas fait loin en termes de voyage entre Cholet et Nantes. De Neuilly, pardon. Entre-temps. De Neuilly, Cholet, Neuilly puis Nantes. Mais superbe joueur, ultra dominant, il symbolise tout à fait l'attaque rayonnante nantaise. Sûrement l'un des meilleurs
du championnat et je pense qu'il pourrait tenter la Magnus lui aussi. On a également sélectionné un joueur des Drakkar de Caen, Caen qui a, voilà, c'est pas toujours dans l'habitude Canez, mais qui a marqué énormément de buts quand même par moment. Ouais. Et son attaque a été menée par un joueur qu'on voit maintenant depuis plusieurs saisons être un des top joueurs à l'avant tout simplement de ce championnat. Ouais, totalement. Il a joué avec Jeremia Lutke. C'est tout simplement Mark Bexted. Voilà, il y a son frère aussi, Cole. Et voilà, c'est 20 buts en 26 matchs ou 21 buts en 26 matchs. Un joueur qui a été décisif aussi dans des moments très très importants. Et c'est un choix logique chez les balayeurs d'appeler Mark Bexted. Mark Bexted qui est-ce que c'est le meilleur buteur du championnat? Exactement. Il me semble Oui. que c'est le meilleur buteur en termes purement de buts. Donc logique de le voir là. Et s'il fallait sortir un élément de l'attaque des Drakkar, ce serait évidemment Mark Bexted, magnifique attaquant. On a également choisi un attaquant. C'est le deuxième joueur de Valenciennes nominé, mine de rien. Alors que Valenciennes connaît une saison quand même pas simple. Mais on a aimé, ô combien aimé, il y a Altibar Makian. Une véritable machine de hockey qui sait tout faire, qui est physique, qui est technique. On est pas loin d'avoir l'un des joueurs les plus talentueux du championnat avec lui. Tout à fait. Fantastique joueur qui a formé un beau duo avec son coéquipier russe pendant la saison, mais à choisir entre les deux. Il y a quand même Ilya qui sort un peu du lot, en tout cas à nos yeux. Donc une belle nomination, une deuxième pour Valenciennes, avec un joueur qui, à mon avis, ne restera pas du côté de Valenciennes. C'était déjà un petit exploit que de le conserver. Ah oui. Donc voilà. En D2 déjà, c'était assez fou. Et là, il a permis aux Valenciennois de faire une saison correcte, on va dire, néanmoins. Donc voilà, bravo à lui pour la nomination. On a un quatrième nommé également. Ça a été dur quand on est arrivé au quatrième. Oui. Beaucoup de candidats possibles. Mais on a choisi un joueur d'une équipe qui n'est pas qualifié pour les playoffs. Et au contraire, même qui est en plaie d'armes. Mais quel impact pour ce joueur sur son équipe. Un fidèle de la D1, lui, ça doit faire au moins 10 ans qu'il joue en D1. Et quel joueur, hein. On parle évidemment de Joey Dubé, le joueur, l'attaquant phare entre guillemets, alors qu'il y a un Alexei Mirnov dans cette même équipe des Albatros de Brest. Une machine à scorer. Et je crois que ça doit être le deuxième meilleur buteur du championnat. Pareil, 20 buts il me semble. Avec des matchs à 5 points, 7 points. Ouais, c'est assez fou. Il a su être le clutch player des Albatros dans des moments compliqués. Bah clairement avec Dubé, avec Mirnov et avec Avenel, Brest avait quand même 3 attaquants de... S'il y a eu bataille pour les playoffs, etc., c'était notamment grâce à lui. Et c'est pour ça aussi qu'on l'appelle dans le trophée du meilleur attaquant. C'est parce que dans ce contexte-là, réussir à scorer autant... Bravo à lui. Et puis il a scoré partout où il est allé. Mais là c'est exceptionnel ce qu'il a fait comme c'est sa meilleure saison. Voilà, il est grand temps de vous donner le vainqueur de cette catégorie du meilleur attaquant que vous attendez forcément avec beaucoup d'impatience. Et il s'agit de Mr. Jeremiah Lutke, sans trop de surprise, le meilleur pointeur du championnat. On se devait forcément de mettre en avant la machine de guerre offensive qu'a été cette année Nantes, avec son attaquant le plus symbolique de cette saison, même si à titre personnel, je dois le dire, au niveau du style, voilà, c'est très personnel, mais j'aime beaucoup Christopher Colin. Énormément Christopher Colin, qui est d'ailleurs excellent en play-off là, avec Nantes, qui a marqué beaucoup de buts. Je trouve que c'est un joueur fantastique, mais Jeremiah Lutke a été ultra dominant. Son nombre de points parle pour lui. Oui, et puis ça fait plusieurs saisons qu'il est référencé comme l'un des meilleurs attaquants. C'est logique qu'après cette saison-là, il soit élu meilleur attaquant. Hey, this is Jeremiah Lutke. Joueur des Corsaires de Nantes, je voudrais vous remercier d'être le vainqueur du meilleur attaquant de D1. J'apprécie vraiment beaucoup ce trophée, c'est un grand honneur. J'ai quelques remerciements à faire. Je voudrais remercier ma famille, je vous aime vraiment fort. Merci pour votre présence à mes côtés. À ma fille, elle m'a donné la force du papa. Si vous n'êtes pas bon à la maison, vous n'êtes pas bon sur la glace. Je voudrais remercier mes coéquipiers. Je vous aime les gars, vous êtes les meilleurs. Quelle saison incroyable. Nous sommes en train de vivre encore actuellement. Je n'aurais rien pu faire sans vous. Donc merci à notre coach, Martin Lacroix. Tu es une légende. Je voudrais féliciter également les autres nominés pour leur très belle saison. Merci encore. Il nous reste un poste, bien sûr, à évoquer. C'est le poste de gardien de but. Là aussi, on imagine que chacun a son avis. L'un des postes les plus compliqués à juger. Ouais, très, très compliqué. Les contextes sont très différents pour les équipes. Mais néanmoins, ressortaient ces quatre gardiens ressortaient assez nettement
de notre sélection finale. Il y a d'autres très bons gardiens, mais là on parle de gardiens qui ont fait une différence concrète, évidente pour leur club respectif. Donc voilà, tu vas pouvoir donner le premier nommé de cette catégorie des meilleurs gardiens, Mathéo. Eh ben, on va commencer avec le gardien Corsaire de Nantes, le Canado-polonais Michael Luba. Saison exceptionnelle pour Michael Luba. Si Nantes réussit à faire cette montée dans le classement, il en est pas pour rien du tout. C'est 7 blanchissages sur la saison. C'est une chanson de certains supporters pour lui en son hommage. Luba, mon petit gardien. Mon petit gardien. Un grand gardien. Mon grand gardien au final. Michael Luba. C'est quelqu'un quand même qui encaisse moins de 2 buts par match. Non, c'est exceptionnel. Et puis, on le trouvait déjà ultra dominant et très fort l'an dernier. Mais rien qu'à Chambéry. Hein. Ouais. Rien qu'à Chambéry, quand il arrive, c'était un très très gros coup de Alexandre Alors Gagnon. qu'il jouait Luba du tableau à l'époque. Oui. Mais oui, c'est important de le rappeler. Rappelons-le. Les contextes. Il a été bon partout. C'est un gardien qui mériterait d'avoir sa chance en Ligue Magnus, on va le dire clairement. Il a tout l'attirail pour s'imposer dans la plus haute ligue française. Donc Nantes a pu compter sur lui en plus de son attaque et de sa défense qu'on a mis en avant aussi. De toute façon, Nantes a fait une saison extraordinaire. Mais ce n'est pas le seul à avoir brillé cette saison parmi les gardiens de but. Il y a également Ronan Kemener. Le gardien de Caen qui confirme année après année, les années ont beau passer, que c'est un gardien exceptionnel. La référence de la D1, faut le dire. Ancien international, il est arrivé en D1 pour des raisons plutôt professionnelles que sportives, et on a beaucoup de chance de voir évoluer un tel joueur dans le championnat de D1, et un tel gentleman aussi, puisque c'est un garçon formidable, en plus d'être un gardien dominant et d'exception en D1. Donc très logiquement, Ronan Kemener continue à faire partie des joueurs qui font de Caen une équipe redoutable, parce qu'ils ont tout simplement des meilleurs gardiens de la Ligue. Ouais, complètement. Et on va passer à un gardien qui a joué avec Ronan Kemener à Grenoble. Ils ont formé la paire. Tout à fait. Et c'est un autre gardien français, c'est Sébastien Rébon. Sébastien Rébon, le gardien des Remparts de Tours, qui leur a permis une qualification en play-off, on va pas se le cacher. Et dont la crosse est derrière moi, au-dessus de mon épaule tout simplement. Totalement. Voilà, Sébastien Rébon qui est effectivement le joueur ultra dominant des Remparts de Tours. On va dire quasiment que l'équipe s'est construite autour de sa solidité depuis 2 ans. Il a emmené les Remparts en finale et puis le coach Tourangeau a fait entre guillemets le pari de rajeunir sa défense, parce qu'il savait qu'il avait un gardien qui pouvait assurer. Et puis voilà, c'est logique qu'on la paye. Il doit être pas loin des 93 de pourcentage d'arrêt. C'est vraiment propre. Ouais, mais même si la comptabilité je dis pas ça, au contraire, je dis presque ça pour rehausser encore son niveau. Mais voilà, on voit assez de matchs de notre côté de tous ces gardiens-là pour vous dire que clairement, c'est un gardien qui fait partie du top 4 de cette D1 sans problème. Sébastien Rébon, et le 4e n'a pas été très compliqué à trouver non plus, puisque son incidence sur les résultats de l'équipe, de ses performances, sont majeures tout simplement. Il s'agit d'Antoine Bonvalo. Quel gardien incroyable depuis la fin de saison dernière. C'est un gardien qui marche sur l'eau tout simplement. Et encore un ancien grenoblois. Ouais. Voilà, sur les 4, il y en a 3. C'est vrai. C'est preuve qu'il y a eu du beau boulot de ses côté grenoblois sur les gardiens. Et il part de loin un petit peu, Antoine Bonvalo. On se rappelle d'une saison où il était sans club, où c'était compliqué pour lui. Il n'arrivait pas à faire de saison entière, il y avait des blessures, il y avait puis il a fait le choix de redescendre en D1. Première année champion de France, la seconde ils sont encore actifs en play-off, et puis un but en 3 matchs. Oui, puis là on sort de la série entre Tours et Épinal. C'est ça, et effectivement, c'est incroyable. Uniquement un but en 3 matchs. Et oui, et en étant notamment le match 1, le match 3 il a été très bon. Le match 2 il a fait son travail, mais il n'a pas été énormément inquiété. Le match 1 il a été exceptionnel, tout simplement. Et il a contribué immensément à la victoire de son équipe. Ça fait 8 tirs d'affilée sans encaisser de but, c'est une grosse perf. Côté spinalien, c'est logique qu'on l'appelle, même si on juge évidemment que la saison régulière. Oui, absolument. 4 gardiens fantastiques, Luba, Kemener, Rébon, Bonvalo.
extrêmement compliqué de trouver un vainqueur au milieu de ces 4 joueurs, mais il le faut, et on va l'annoncer maintenant. Il s'agit de Michael Louba, un nombre de blanchissages complètement hors du commun. 7 extrêmement en 26 rare. matchs, je sais pas si c'est pas un record. C'est phénoménal. Alors certes, il a une très bonne défensive, mais c'est un gardien qui justement, face aux 3-4 grosses occasions adverses, fait tout le temps la différence. C'est plus dur. Je pense que c'est plus dur justement de devoir attendre et recevoir peu de shoot. C'est très très compliqué. Et il a su le faire. Et il a été excellent cette saison, mais comme les saisons précédentes. Et c'est un choix logique. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'honneur de gagner le trophée de gardien de l'année cette année. Un gros mot pour les 3 autres finalistes qui étaient avec moi. Des gardiens qui à chaque année sont réguliers, qui donnent la chance à leur équipe de gagner à chaque match. Ça le montre dans le classement où ils sont à chaque année les équipes qui jouent contre, des gars que je respecte beaucoup et que j'aime jouer contre parce que c'est tout le temps des belles batailles. Je voudrais remercier mon entraîneur et mon équipe cette année qui étaient incroyables devant moi, qui sont sacrifiés, qui m'ont aidé, qui ont fait la tâche un peu plus facile. Sans eux, je ne serais pas là parmi les gardiens des finalistes qui étaient là. Un grand merci les gars, puis Martin, merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier mes parents. Mes parents que, depuis que je suis un petit gamin, me poussent dans mes rêves que je voudrais d'être un gardien, qui ont acheté tout le temps l'équipement et évidemment que c'est très cher un équipement de gardien. Pendant des années, ils m'ont envoyé dans des camps qui me poussent tout le temps. Mon frère aussi qui m'aide tout le temps, qui je pense une des personnes qui encaisse plus un match que moi. Merci beaucoup. Et puis un autre grand mention, c'est à mon épouse. Sans elle, je ne serais pas ici. Je suis content qu'elle est à côté de moi. Une personne que à chaque fois j'ai des échecs me motive 2 fois plus. Un grand merci à tout le monde. Et puis c'est un très grand honneur pour moi. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, Nantes ultra représenté, mais ce n'est pas vraiment une surprise sur ces trophées. Ils prennent à la fois le meilleur défenseur avec Cam Marks, à la fois le meilleur attaquant. Cameron Marks, le meilleur attaquant et le meilleur avec Loutke, et puis le meilleur gardien avec Michael Louba. Mais il faut le rappeler, non seulement Nantes a terminé premier, certes sur le fil, mais avec une pénalité de 6 points en début de saison, et avec record. 3 défaites pour commencer la saison. Voilà, une performance. Par la suite, à partir de ce 4e match, Nantes a tout simplement ultra dominé la D1. Ouais. Donc très grosse série, une série record de victoires, c'est assez dingue. Ouais, absolument. Et probablement que Nantes n'en a pas fini avec ses trophées. On verra en tout cas pour cette catégorie qui va récompenser le trophée du meilleur joueur français, Mathéo. Beaucoup de Français ont pesé de tout leur poids dans les résultats de leur équipe positifs cette année en D1. Et on est très heureux de cette catégorie et de vous parler des 4 nominés qui vont être... Le premier, c'est tout simplement l'attaquant des Corsaires de Dunkerque, Joseph Broutin. C'est un choix logique. On va pas réexpliquer pourquoi il a été appelé. C'est les mêmes raisons que celles du meilleur espoir. Et voilà. C'est un choix logique. Exactement. On a choisi d'incorporer les gardiens, bien sûr, dans cette catégorie. Également, de ne pas faire de différence à ce niveau-là. Et donc, on a mis Ronan Kemener aussi pour tout simplement son importance sur les résultats des Drakkars de Caen parmi ces 4 joueurs nominés pour le trophée du meilleur joueur français. Complètement. Et on va repartir un peu du côté de l'Ouest. Et on va reparler des Corsaires de Nantes avec l'un des attaquants qui lui aussi avait fait ce choix de redescendre en D1. C'est Gauthier Gibert. Voilà, il jouait chez les Ducs d'Angers lors de la saison 2019-2020, je crois. Ouais, je suis pas certain. 2018-2019 et 2019-2020, il jouait avec Briançon. Ouais. Voilà, je ressors les stats, elles sont dans mon crâne. C'est ça. Et il a fait un excellent choix en revenant en D1. Il est descendu à Tours, puis après il est parti à Brest où il a réellement explosé. Et là à Nantes, il fait une saison exceptionnelle.
c'est un Français qui a le niveau d'un top étranger. Voilà, il faut le dire clairement. Ouais, complètement. C'est un luxe en D1 d'avoir des Français de ce niveau-là dans son effectif. Pointe de vitesse, une finition. Un instinct. C'est un joueur formidable et logiquement il est nommé dans cette catégorie, ainsi qu'un autre joueur qui est descendu lui aussi de Ligue Magnus après être passé par la D1. Il s'agit d'Antoine Torres, le joueur de Dunkerque. Donc voilà, on a 3 Corsaires, 2 de Dunkerque et 1 de Nantes dans cette catégorie. Antoine Torres qui fait une saison fantastique. Lui aussi, élément essentiel de son équipe, qui voilà, on le voit dans tous les grands rendez-vous. Il est là, et puis c'est une attitude, une volonté. C'est un garçon qui est leadership aussi, c'est très intéressant. Qui a fait un excellent choix en descendant en D1 et qui nous régale de ses performances. Antoine Torres. Voilà, on a nos 4 nominés. Et il est temps de vous donner le vainqueur de cette catégorie du meilleur joueur français. Félicitations à Gauthier Gibert pour sa victoire dans cette catégorie. Gauthier Gibert qui a fait une saison exceptionnelle. Encore un Nantais, on fait pas partie du fan club de Nantes en particulier, des Corsaires de Nantes, mais bon, il faut bien avouer que leur saison leur saison régulière est assez historique et c'est logique. On ne sait pas s'ils iront au bout, à l'heure où on est, il y a 2 ans dans la série. On juge la saison régulière dans les trophées et il fait partie des grands artisans. Je ne sais même pas si c'est pas le Français qui a le plus de points en D1, donc c'est même logique qu'on aille le chercher. C'est ça, avec Joseph Broutin, c'est vraiment les 2 Français qui sont sortis du lot, mais en particulier Gauthier Gibert a été formidable. Donc voilà, c'est logique de lui donner un trophée pour sa saison exceptionnelle, et quel bon choix de la part des Corsaires de Nantes d'être allé se récupérer les services d'un joueur comme Gauthier Gibert. Il n'y a pas que lui, le recrutement des Français côté Nantes a été formidable. Il y a beaucoup de bons Français dans le championnat. On aurait pu citer les Spinaliens, Anthony Rappen qui est excellent, la Flèche Verte, exceptionnel. Un Sabatier aussi qui fait le travail. Côté Tours, il y a Fabien Mété aussi qui fait partie des très très bons Français du championnat. On est d'accord. Même à Dunkerque, Romain Carpentier qui est très très bon également. On a parlé d'Avenel tout à l'heure à Brest. Il y a un joueur de Neuilly aussi qui, dans un contexte compliqué, Maxence Sovitu fait un travail fantastique. Évidemment. Il y a beaucoup de très très bons joueurs français. Là, on en a sélectionné 4, mais s'il aurait fallu en choisir 15, je pense qu'on aurait pu le faire facilement. Ouais, absolument. Félicitations encore à Gauthier Gibert. Salut les balayeurs. Merci pour cette nomination et ce trophée. Ça a été une très belle saison, déjà sur le point collectivement. Je pense qu'on a une équipe qui se complète très bien et quand ça suit individuellement, que demander de plus. J'espère que ça va continuer comme ça pour les playoffs et on verra bien par la suite. Et encore merci. Le temps est arrivé de donner le trophée du meilleur joueur de D1. Voilà, il fallait un peu de suspense quand même pour ce trophée-là. Vous allez retrouver évidemment des noms que vous avez déjà entendus, puisqu'ils font partie des meilleurs ou gardiens ou défenseurs ou attaquants de ce championnat de D1. On va vous donner tout de suite la liste des 4 nominés pour ce trophée du meilleur joueur. Et on commence avec évidemment Mickaël Louba, le gardien nantais qui a été un joueur qui a eu de l'importance sur les résultats, mais à un point inimaginable. On le répète, mais 7 blanchissages en 26 matchs, c'est limite un tiers et c'est assez exceptionnel en termes de stats. C'est fou. Et puis voilà, c'est des stats incroyables. Meilleure défense du championnat, Nantes. Il n'y est pas pour rien. Voilà, logiquement, on a également le meilleur attaquant de ce championnat, Jeremiah Loutke, pour les Corsaires de Nantes aussi, qui est nominé dans cette catégorie pour toutes les raisons qu'on a données avant. Qui fait logiquement fait partie des tout meilleurs joueurs de cette saison. Ouais, et puis il y a également le meilleur défenseur du championnat, Cam Marks, qui est le plus gros plus-minus du championnat. C'est logique qu'on l'appelle dans cette nomination. Ouais, absolument. Et puis le dernier nommé, c'est Marc Beckstedt, l'attaquant de Caen, qui a bien failli terminer à la première place de ce classement. Ça s'est joué à un match et c'est le moteur de cette attaque principale. Il a répondu totalement présent. Logiquement, Marc Beckstedt nominé dans cette catégorie. Le vainqueur du meilleur joueur de D1, le premier trophée qu'on remet des balayeurs pour le meilleur joueur de D1 revient à Mathéo. Je te laisse le privilège de l'annoncer. Défenseur, Corsaire de Nantes, Cam Marks, c'est
le meilleur joueur de D1, selon nous. Oui, très difficile de décider. Et c'était très compliqué parce qu'il y avait un Michael Louba aussi qui était un très bon concurrent. Il joue dans la même équipe. Nantes a fait une saison régulière exceptionnelle. C'était logique que ça soit un joueur nantais qui soit élu meilleur joueur de D1. Oui, tout à fait d'accord. Et puis c'était soit le choix du gardien, soit le choix du def. Ça aurait pu être Jérémy Aloutke également, mais Cam Marks a tellement eu d'impact sur chaque match de Nantes que c'est le choix qu'on a décidé. Voilà, félicitations à Cameron Marks. Bonsoir, c'est encore Cameron. Je suis extrêmement honoré d'avoir été choisi comme meilleur joueur de cette saison. Félicitations aux autres joueurs nominés, dont mes deux coéquipiers, Jérémy Aloutke et Michael Louba, qui ont joué un rôle tout aussi important dans notre saison et dans notre équipe cette année. Merci encore aux balayeurs pour le trophée et à bientôt autour des patinoires pour ce qui devrait être une belle fin de séries éliminatoires. Merci. On a hâte de connaître votre opinion de votre côté, complètement. Sachant que vous aurez sûrement vu la fin des playoffs, peut-être, ou en tout cas plus de matchs que nous d'ici là, peut-être vous aurez d'autres éléments. Mais voilà, c'était notre choix au moment où on a pu décider. Et on se tourne vers l'avant-dernier trophée, tout simplement, qui est celui qui récompense le meilleur coach. C'était important, évidemment, de penser aux hommes derrière le banc sur cette saison 2D1 et 4 nominés qui, ma foi, ont parfaitement dirigé leur navire cette saison. Puis le premier nominé, c'est tout simplement Pierre Bergeron. Ça peut être un choix étonnant, mais c'est le coach des éléphants de Chambéry. Chambéry qui connaît une saison historique. Première fois les playoffs, ouais. Demi-finale de Coupe de France. Ouais. Première fois qualifié en playoff. Ils finissent à la 7ème place, à égalité de points avec les 6ème, il me semble. Et puis c'est un jeu qui est très beau à voir. Et puis c'est une équipe qui n'est pas facile à coacher. De très bons étrangers, de très bons jeunes grenoblois. Et c'est très fort ce qu'arrive à faire Pierre Bergeron. Et c'est très pour fort, ça qu'on le nomme. Très fort, on voulait saluer son travail à Pierre Bergeron, c'était très important de le faire. Surtout que son effectif est fluctuant. Effectivement, il faut faire avec Grenoble qui est la priorité pour certains joueurs. Et au milieu de tout ça, il a réussi à faire progresser considérablement et ses jeunes joueurs et son équipe de Chambéry qui a encore... il a déjà gagné 2 matchs dans sa série contre Caen, donc c'est vraiment de l'excellent boulot. Et on a 3 autres coachs à mettre en avant. On ne pouvait pas évidemment ne pas nominer Martin Lacroix, le coach de Nantes. Le travail a été fait de manière exemplaire cette année. Donc félicitations au Québécois Martin Lacroix, mais qui est français d'adoption quasiment depuis toutes ces années qu'il entraîne dans le championnat de France. Martin Lacroix qui mène ses troupes parfaitement cette saison. Et dans l'ombre de Martin Lacroix, il faut aussi mettre en avant le travail fantastique de François Dussault, manager arrivé cette année, qui a contribué à la réussite pleine aussi au de cette équipe. etc. Et c'est aussi quelqu'un de très connu dans le hockey français et qui est réputé aussi pour ce travail-là. Et voilà, c'est un très beau duo et c'est logique qu'on nomme Martin Lacroix parmi les nominés. Théo, on a un 3e nominé qui est aussi un coach d'une des grosses équipes. C'est pas un cadeau que tu me donnes, Sylvain, avec la prononciation qui va sûrement être mauvaise. Mais j'ai eu des dires. Je pense que ça se dit. C'est ce qu'on m'a dit. Ça se dit Yann Pleur. Yann Pleur. Yann Pleur. Voilà, il pleure pas. Non, il rigole. Il sourit beaucoup parce que son équipe propose un jeu de qualité. Et c'est logique, on l'appelle, je pense que tous ceux qui ont vu jouer Épinal dans leur patinoire, ils savent à quel point c'est une équipe qui est dure à manœuvrer. Ah oui, Épinal à son top avec tous ses joueurs, c'est une très fantastique équipe de D1. Très proche du niveau Magnus, très proche du niveau Magnus je pense. Là ça se trouve beaucoup trop facilement, c'est très peu de marge d'erreur, etc. Une très bonne finition quand ils ont des occasions et qu'il faut marquer à des moments, ils savent prendre les bonnes décisions. Et c'est en partie grâce à leur coach et c'est pour ça qu'on l'appelle.
À l'image de Martin Lacroix qui a connu un début de saison compliqué avec les 3 défaites pour Nantes, mais qui a parfaitement su redresser la barre ensuite et amené son équipe tout en haut du classement. On pouvait évidemment que mettre en avant le travail de Julien Guimard cette année avec les Dracards qui finissent 2e du championnat, qui ont très habilement manœuvré l'intersaison. Voilà, ils ont quasiment été premiers toute la fin de saison. Voilà, un travail réussi du côté de Julien Guimard. Les playoffs diront si voilà, cette équipe peut aller au bout, mais elle s'en est a priori donné les moyens en cours de la saison régulière en faisant une formidable saison avec une série de victoires exceptionnelles à un moment donné, comme les Nantais. Nantes, c'était la série qui a duré pendant la même période et ça s'est terminé sur une défaite. Donc logique de saluer le travail de Julien Guimard du côté des Dracards de Caen et de le nominer parmi les 4 entraîneurs que l'on a choisi de mettre dans cette catégorie du meilleur coach. Le meilleur coach est donc, vous le découvrez, le Canadien Pierre Bergeron de Chambéry. Peut-être que ça vous surprendra, étant donné que ce n'est pas son équipe qui a terminé ni première ni deuxième de ce championnat, mais on voulait tout simplement mettre en avant le travail fantastique d'un entraîneur qui a peut-être pas les moyens de certains autres qui sont nominés ici, mais qui a su emmener son équipe à un niveau de performance, de qualité de jeu vraiment au top, quoi. Qu'on se le dise, avec les moyens qu'il a, proposer de tels jeux, c'est exceptionnel. C'est une qualification en play-off. On juge que la saison régulière de D1, mais évidemment ne peut être qu'influencé par le parcours de Chambéry en Coupe de France. Oui. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui a l'air très agréable également. Et puis dont la plupart des coachs soulignent à quel point c'est un très bon technicien, un tacticien et tout. Donc c'est l'avis des balayeurs, mais on s'appuie quand même aussi sur ces déclarations des autres coachs. Exactement. Qui reconnaissent souvent les grandes qualités de Pierre Bergeron. Merci Sylvain, Mathéo, merci aux balayeurs pour cette nomination. Je reçois cette nomination avec un grand honneur. C'est toujours des saisons qui sont compliquées. Et puis, je veux partager cet honneur-là avec définitivement tout le staff, mais aussi ma copine qui doit faire avec tous mes états d'âme. Mais à travers tout ça, là, je veux partager avec les partisans qui ont poussé l'équipe toute la saison. Puis, le plus important, c'est de le partager avec mes joueurs. Parce que sans eux, il n'y a rien qui est possible à la fin. C'est eux le produit, c'est eux qui sont sur la glace, c'est eux qui travaillent dans les entraînements, qui travaillent dans les matchs, qui vont souffrir pour le maillot. Et puis, je les remercie grandement. Donc, c'est tout un honneur par contre là, pour moi d'avoir été mentionné aussi avec les autres entraîneurs de D1. Et puis, continuez votre bon travail les gars. Une grande chance pour le championnat français de D1 et puis tout simplement pour le hockey français d'avoir un coach de la trempe et de la qualité de Pierre Bergeron. Donc on le salue, on le félicite pour ce trophée complètement du meilleur coach attribué par les balayeurs et c'est un choix sur lequel on s'est mis d'accord assez rapidement. Oui, complètement. Donc voilà, félicitations à Pierre Bergeron. Le dernier trophée, on voulait un petit peu copier celui de la Magnus, c'était marrant de se prêter au jeu. Mais c'est parce qu'il fallait aussi souligner... Et on avait envie de parler de cette initiative-là aussi, puisque c'est le trophée de l'innovation. Une innovation en l'occurrence écologiste. Ouais, complètement. C'est naturellement l'Étoile Noire de Strasbourg qui remporte ce trophée avec leur maillot 100% recyclé. Oui, voilà ouais, c'est une très belle initiative. Made vous pourrez vous renseigner. Portugal, il me semble. Ouais. Mais c'est une très très belle initiative et puis la planète, c'est important. Oui, non, complètement. Et puis c'est notamment 2 anciens joueurs de l'effectif qui se sont beaucoup investis pour ce projet, notamment Thomas Georgi. Le fonds de dotation, le club de l'Étoile Noire et son partenaire Nolt vous remercient pour cette récompense. Le maillot Nolt, éco-responsable à 100% et le premier sur le marché en France. Il est fait à partir de matières recyclées et notamment du plastique issu de la Méditerranée. C'était un projet développé avec le fonds de dotation et on est très content qu'il soit récompensé aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de cette grande soirée des trophées des balayeurs de D1. J'ai passé une merveilleuse soirée.
Moi aussi. Mathéo. C'était exceptionnel. On vous remercie tous ceux qui se sont déplacés dans notre studio. Oui, voilà. Voilà, on était 10 000 ce soir. Vous étiez 2 millions sur les réseaux. Je me retourne pour saluer tous les joueurs qui étaient là sur les tables. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ronan d'avoir fait le déplacement de Caen jusqu'à Tours. Ah ouais, et puis d'Épinal, d'Épinal c'était loin aussi pour tous ces invités spinaliens. C'était beau. Pierre Bergeron, un grand merci aussi d'avoir fait le déplacement de Chambéry. Ah oui. Et puis voilà, on vous remercie aussi, vous qui regardez cette vidéo en replay, cette conférence en replay, parce qu'on sait qu'il y aura une rediffusion, parce que c'est un tel événement que... Bien sûr. C'est obligé. Voilà. Et un grand merci Mathéo aussi à toi, puisque tu as payé les frais de route de tous les gens qui sont venus. Et la production de Canal+. C'est fantastique. Évidemment, voilà. Parce que c'est un événement qui est couvert par Canal. Et puis voilà, il y a les Oscars et juste après... Par Canal+. C'est le canal de Yann Pluche. Oui, Canal+. Canal pleure. Canal pleure. Ouais, c'est ça. Complètement. Exactement. Voilà, sur cette dernière vanne d'une qualité un peu discutable. On finit la soirée là-dessus, tout simplement, Mathéo. Merci, en tout cas, on s'est bien amusé. Vous avez compris, bien sûr, qu'on ne se prenait pas au sérieux, même si on a sérieusement étudié les candidatures. Oui. De chacun. Et on a fait... des nominés ce soir. On s'est quand même bien habillé pour cette conférence. On aurait pu la faire en maillot. Mais même s'il fait 92 degrés dans ce... Oui. Pourtant, cette salle gigantesque. L'hiver est passé, il commence à faire chaud. Mais non. Nous, on se respecte pas. Voilà, si votre club est encore en cours de saison, toutes les meilleures chances à vous et à votre club, évidemment. Vivez les plus belles émotions de ce côté-là. Sinon, on vous dit à très bientôt sur les balayeurs. Voilà, une chaîne qui maintenant explose des records en termes de vues exceptionnels. Voilà, s'il y avait eu des nominations... Est-ce que ça étonne des personnes? Mais non, mais bien sûr. Il y aurait eu un titre des meilleurs youtubeurs, est-ce qu'on ne serait pas nominé? Juste nominé par contre. Non, nominé. Juste nominé. Il n'y a pas de vainqueur. Merci beaucoup, Mathéo Blais. Vraiment. De rien, monsieur Taillandi. C'était un honneur une très belle soirée. De présenter cette soirée, présenter ces nominations, présenter ces trophées. On espère que vous avez apprécié. Et puis, on va vous laisser avant que l'outro soit beaucoup trop longue. Exactement. Vive la République, vive la France, vive le hockey sur glace.